Et donc, vous représentez l'association Amnesty International pour faire connaître, j'imagine, un peu les objectifs d'Amnesty International. Alors, on ne va pas rappeler les objectifs, on les rappellera après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'à votre âge, allez, je vais dire en gros entre 16 et 17 ans, et pourtant on parle de l'absence d'engagement des jeunes en politique ou en milieu associatif. Comment vous avez décidé de vous engager dans cette association Amnesty International? Qui veut répondre en premier? Briac. C'est au lycée l'année dernière. On avait des amis à nous qui faisaient partie de cette antenne jeune. Ils nous ont parlé car eux ils allaient du coup partir en études supérieures. Ils voulaient savoir si on était intéressés pour reprendre l'antenne. Donc ils nous ont parlé des projets, de ce qu'il fallait faire, etc. Donc ça nous a intéressés, on a décidé de s'inscrire. Quelqu'un d'autre veut réagir sur le pourquoi de l'engagement ici à Amnesty? Non? Ouais. Moi, c'était purement par hasard. Briac et Nathan allaient à une réunion et ils m'ont dit oh, samedi, on a une réunion Amnesty. Et j'ai dit bon, je vais y aller. Et donc voilà, je suis rentré comme ça. Ok, et parce que c'est vrai que qu'est-ce qui vous a attiré, bon, à part le fait que c'est par des réseaux d'amis que vous êtes rentré dans l'association, qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, Mathéo, par rapport aux objectifs d'Amnesty International? Je veux dire, c'est une forme d'engagement associatif qui est aussi un peu politique, mais c'est pas un parti politique. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré? Non, c'est pas politique, c'est pas affilié à un quelconque parti, mais pour moi, les droits humains, c'est des thèmes qui touchent tout le monde et qui sont universels. C'est les droits de l'homme avec un grand H, les droits humains, on dit même. Et voilà, c'est des choses qui me parlent. D'accord. Zoé, vous êtes rentrée à Amnesty International également. J'imagine peut-être, visiblement, vous n'avez pas réagi, mais par le même dispositif. Par le même processus, c'était Dora et Mathéo qui en faisaient partie. Et ils m'ont un peu raconté, j'ai trouvé ça super, les causes, etc. Bien, mais du coup, pourquoi est-ce que vous avez d'autres engagements à part Amnesty International? Non, je suis seulement engagée dans Amnesty. Alors, ma question que j'adresse à tous les 6, est-ce que pour vous, parce que quand on milite ou quand on s'engage et qu'on a au moins à petite échelle, en tout cas, envie de changer les choses, j'imagine, même si on se retrouve entre copains, et est-ce qu'il vous semble que l'association est le meilleur moyen pour faire avancer ce à quoi on est confronté aujourd'hui? Le mode associatif. Par exemple, votre action, c'est de signer une pétition. Aujourd'hui, vous faites signer 2 pétitions sur l'Iran et sur le Qatar. Je vous écoute. Alors la meilleure solution, peut-être pas, mais c'est ce qu'on peut faire à notre échelle. Et ça permet déjà d'aider. Et si nous, on fait ça, d'autres personnes vont peut-être le faire eux-mêmes. Et à force, ça peut emmener à un changement. Qu'est-ce que vous avez découvert avec Amnesty? Des situations politiques dans le monde, enfin des choses que vous avez pu découvrir qui vous ont un peu étonné, marqué. Vous avez un exemple à nous donner, les uns ou les autres? Ouais, déjà, on est beaucoup plus au fait de la réalité du monde, de ce qui se passe, avec tous les mails qu'on reçoit d'Amnesty qui nous informent de plein de choses qu'on ignorait, dont on ne parle pas forcément à la télévision, dont on ne parle pas forcément aux infos. Plein de choses qui se passent dans le monde très intéressantes. Et aussi, il y a un côté très social dans la vie associative. On rencontre plein de gens, on parle avec plein de gens. On a vraiment tout un réseau relationnel, ou même quand on doit s'adresser à des gens sur le marché, tout ça, on a vraiment... on doit communiquer avec les gens et c'est très enrichissant. Alors moi, j'ai été longtemps militante à Amnesty et à mon époque, on écrivait des lettres dans les pays et on attribuait à chaque groupe un détenu dans un pays et on bombardait de lettres pour le faire libérer. Ça existe toujours, ça? Oui, c'est les actions urgentes. Très régulièrement, on reçoit une fiche qui explique la situation dans un pays et aussi un modèle de lettre à envoyer aux dirigeants de ce pays. Et donc ouais, ça existe toujours, ça se fait. Ok, peut-être une ultime question, j'ai un peu abordé tout à l'heure, mais vous n'avez pas envie de vous engager tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as dit c'est pas politique, mais il me semble que c'est quand même politique de s'engager dans le monde.
c'est pas une maladie, voilà. Mais et donc la vie politique, est-ce que ça vous intéresse? Oui, parce que vous êtes à Amnesty, mais vous allez plus loin dans le fait bientôt vous allez avoir 18 ans, dans un an et demi, à peu près. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être votre investissement ou engagement associatif pourrait aller vers un investissement ou un engagement dans la vie de la cité pour faire de façon très, très large et pédante? Ou pas du tout? Ou pas vraiment? Ou vous ne savez pas? Je vous laisse répondre à cette question qui est formidable. Moi, je pense que ne pas s'engager en politique, c'est quand même refuser l'ordre établi. Et si on ne s'engage pas en politique rien que parce qu'on n'est pas pour cette politique, eh ben on ne va pas faire changer cette politique en ne s'engageant pas. Donc il faut participer pour montrer son mécontentement au minima et pour vouloir faire changer les choses, il faut participer à la politique. Ok. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non? Bah merci. Oui, si. Je voulais dire, forcément, puisqu'on est dans l'association Amnesty, forcément on supporte des choses et même si c'est pas une association politique, ça rejoint du coup certains partis politiques qu'on retrouve dans notre pays actuellement. Donc forcément, quand on atteindra l'âge de voter, par exemple, ce ne sera pas vraiment un moyen de choisir, mais en fait, ça va être en accord avec ce qu'on fait en fait dans Amnesty. En fait. Donc inconsciemment, en fait, on fait des choix politiques, mais là, dans l'association, non. Voilà. Bonjour à tous, vous êtes une jeune association, Agir pour demain 24. Et vous avez entre quel âge et quel âge? C'est qui les membres de l'association? Entre 12 ans et maximum 17 ans. Alors une première question toute simple, est-ce qu'on peut fonder une association quand on est mineur? Oui, c'est très facile de monter une junior association, donc c'est comme une association en 1901, mais c'est créé et géré par des jeunes, donc le bureau exclusivement de mineurs, des décisions prises que par des mineurs, mais c'est absolument possible et c'est même génial parce que ça permet de rentrer directement dans le tissu associatif. Ouais, très bien. Et il n'y a pas besoin à la préfecture de majeur ou de tuteur, je sais pas, pour les décisions par exemple, ça fonctionne complètement? Non, ça peut fonctionner indépendamment, rien que par des jeunes. Ok, donc il n'y a pas d'adultes dans Agir pour demain 24? Officiellement, non. Après, on est accompagné par des adultes, que ce soit nos parents ou même la directrice du centre social avec lequel on travaille, Rive Gauche, à Bergerac, Germaine Tillon. Mais qui prennent les décisions, qui mènent les projets, non. Oui, alors justement, Lina, vous allez prendre la parole. L'autre question, c'est que le truc assez sympathique, c'est qu'il y a une coprésidence. C'est-à-dire que vous partagez la présidence, donc Antoine et puis Lina. Et ce n'est même pas seulement ça, c'est aussi que la coprésidence doit obligatoirement être mixte. D'accord, ok. Coprésidence, ça pourrait être pas mal aussi pour la vie politique. Alors, quels sont les objectifs d'Agir pour demain? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour rappeler un peu pourquoi vous avez fondé l'association Agir pour demain? Alors, on était au collège et on voulait plus s'impliquer dans la ville de Bergerac. Alors, on a décidé de fonder notre junior association. Comme ça, on pouvait continuer à mener nos projets hors du collège. Et notre but, c'est de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l'écologie et à la protection de l'environnement. Voilà, un objectif très précis, la question environnementale. Même si vous avez le soleil dans les yeux, c'est bien le soleil, pourquoi est-ce que la question environnementale vous paraît être une question préoccupante et pour vous peut-être majeure? Qui veut répondre? Enfin, où je vous distribue si vous voulez. On n'a pas 15 ans à attendre. C'est quelque chose qui arrive maintenant et qui ne peut pas arriver plus tard. On doit agir aujourd'hui pour pouvoir continuer à vivre sereinement demain pour nous, pour les autres formes de biodiversité. Parce qu'on peut avoir apparemment 3 ans et après c'est fini. Moi je ne sais pas, mais plus tôt on agit, plus tôt on aura les résultats et plus tôt ça sera plus viable. Donc si vous vous êtes engagé dans cette association, c'est que vous estimez que les autres ne font pas le boulot, soit les autres associations, soit les partis politiques, soit les élus, il y a quelque chose qui manque. Oui, je vous laisse le micro, ça sera plus simple et on l'entendra. Alors vraiment pas, c'est pas du tout ce qu'on veut dire. C'est vraiment, on est parti du principe que nous en tant que jeunes, on a aussi quelque chose à faire et une place à avoir dans tout ça parce qu'on va être les premiers concernés au fur et à mesure du temps.
et on veut être concerné et s'impliquer dès maintenant. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait ces actions et on s'implique autant. Il y a plein d'autres associations sur Bergerac. Il y a plein d'autres associations sur Bergerac qui font un boulot monstre et vraiment génial. Et c'est avec eux qu'on travaille aujourd'hui sur le banquet. Et voilà, on n'est pas tout seul et c'est ça qui est réjouissant aussi. Mais parce que tout à l'heure, il y en a qui ont dit oui. Enfin, la question, c'était un peu partagé. Je rappelle le sens de ma question, hein, l'idée que peut-être que les élus à toutes les échelles ne font pas assez pour le climat. C'est peut-être quelque chose aussi que vous voulez mettre en avant. Et comment vous vous en êtes aperçu? Enfin, qu'est-ce qui vous montre qu'il y a un problème à ce niveau-là, un problème démocratique ou politique par rapport au climat? Je pense qu'il y en a. Il y a des gens qui font des choses et tout le reste, mais il n'y en a pas assez. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'associations qui essaient de s'impliquer pour l'écologie, la protection de l'environnement et plein d'autres thèmes. Et j'aimerais, et je pense que plein d'autres gens aimeraient aussi, que la politique s'y intéresse plus. Lina? Et puis n'hésitez pas à vous lever la main si vous voulez parler. Bah, je pense que si ça fait, enfin, si tout ce qui... Ok. Je pense que si tout était fait au niveau politique, on va dire, bah, on n'aurait plus grand chose à faire par la suite. Il y a derrière, pardon. Antoine, excuse-moi. Il y a un des membres de l'association et le coprésident va laisser la parole à. J'ai oublié ton prénom. Dora. Oui, donc moi je pense qu'effectivement il y a des choses qui sont faites, mais quand même c'est beaucoup repoussé, on repousse, mais à un moment ça va plus être possible et c'est notre génération qui va prendre toutes les conséquences en fait des générations précédentes. Et c'est vrai que il suffit de voir la place qu'a l'écologie en France, rien que au niveau politique, le parti écologique n'a pas fait de grands résultats. Et je pense que c'est important donc que dès le plus jeune âge, on se sensibilise et qu'on sensibilise les autres parce que c'est nous en fait la dernière génération qui allons pouvoir changer les choses. Ok, donc j'imagine que vous suivez un petit peu ce qui se passe, les rapports du GIEC. Parfois c'est un peu compliqué, mais j'avais quand même une question à vous poser là-dessus sur vos objectifs. J'ai lu quelque chose dans le tract qui m'a un peu interpellé. Mais avant de vous poser cette question, j'avais une autre question que je suis en train d'oublier, mais ça va me revenir sur votre... Ah oui, est-ce que... alors je ne sais pas si c'est un truc à la mode, mais visiblement non. Est-ce que la notion d'éco-anxiété ou le fait que vous avez une angoisse, qu'une partie de la population, pas que les jeunes, aurait une angoisse par rapport aux conséquences du nouveau régime climatique, donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez en vous ou pas du tout, l'éco-anxiété, enfin cette angoisse là-dessus, enfin, est-ce que ça peut être un moteur, ça peut être paralysant, mais est-ce que ça peut être aussi un moteur? Alors il y avait deux interventions et trois, on va faire et quatre, donc je vous fais passer le micro et puis vous le passez. Je pense que bien sûr que l'éco-anxiété fait partie de notre est un sentiment qu'on ressent dans notre génération et pas seulement. Par exemple, on a participé avec quelques membres de l'association à Ecologia. C'est un rassemblement de juniors associations qui ont un rapport avec l'environnement. Et on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté sur ce point-là justement. Et on a vraiment, on trouve que oui, l'éco-anxiété est très présente et que bien sûr, je pense qu'on a tous un peu peur pour l'avenir. C'est exactement comme l'a dit Lina, c'est que même si on ne va pas forcément être totalement pris par donc l'éco-anxiété, c'est à partir du moment où on en a conscience de ce qui se passe, s'il y a une petite part de nous qui doit se dire attention, regarde comment ça se passe malgré tout, et qui montre à quel point c'est compliqué, ce qui nous permet après de nous voir comment on peut essayer de sensibiliser, de faire changer les choses, même juste à notre propre échelle, etc. Oui, comme l'ont dit mes amis, l'éco-anxiété c'est une part de nous et c'est vraiment quelque chose que, comme l'ont dit, quand on s'en rend compte, on y pense vraiment tout le temps. Ça modifie nos projets d'avenir. Dès qu'on pense par exemple à notre avenir, est-ce que je pourrais avoir des enfants, mais qu'est-ce que ça veut dire, quel monde je vais laisser à mes enfants pour mon avenir, où est-ce que je pourrais étudier dans de bonnes conditions, la surpopulation et tout, il y a tellement de problèmes qui s'aggravent de plus en plus et c'est ça
l'éco-anxiété et du coup, dès qu'on le sait, en fait, on y pense tous un petit peu intérieurement. Oui, je pense que l'éco-anxiété, ça existe et c'est quelque chose qui... Ah oui, oui, beaucoup. Il y a des périodes où j'y pense pas, mais il y a des éléments de la vie quotidienne, je me dis, mais en fait, ça, dans 10 ans, ça existera peut-être plus, peut-être que cet animal, je ne le verrai plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment paralysant. Mais je me dis que si on baisse les bras, en fait, il n'y a personne d'autre qui... Après nous, ce sera terminé. Donc il faut vraiment s'accrocher pour essayer de faire changer les choses, en fait. Ok, alors une intervention pas forcément... Enfin, j'essaie de comprendre cette phrase qui m'a un peu interpellé. Nous ne trouvons pas, alors je précise que c'est dans la plaquette que de la journée, enfin de la journée. Et donc, il y a le but de l'association que vous avez rappelé tout à l'heure, mais il y a cette phrase « Nous ne trouvons pas intéressant de faire de grands discours incompréhensibles ». Et je me pose la question de qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que finalement... Et donc, vous dites après, nous préférons utiliser des jeux, des activités ludiques ou des débats. Ça veut dire quoi des grands discours incompréhensibles? Est-ce que ça veut dire, et je vais vous laisser la parole, que finalement les textes, je sais pas, des scientifiques qui parlent de l'écologie, on s'en fout? Ou est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça veut dire quoi ces grands discours incompréhensibles? Qu'est-ce que ça vise? Alors, on va faire dans l'autre sens pour le coup. On va faire Dora, après on redescendra. Alors du coup, quand on parle de grands discours et de textes incompréhensibles, on n'est pas du tout en train de les dévaloriser, pas du tout. C'est juste que c'est donc des textes qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et le but de l'association, en fait, c'est de faire des activités qui permettent de sensibiliser, mais à tous les âges, donc aux jeunes, aux moins jeunes. Et donc en fait, avec des activités plus ludiques, ça permet de sensibiliser plus de personnes, en fait. Du coup, oui, ça nous permet de sensibiliser plus de personnes et c'est un moyen aussi plus facile de retenir. Par exemple, en cours, on se souvient plus facilement de ce qu'on a fait pendant les activités et tout, plutôt que le long cours que le prof nous a dit. Et c'est ça. Et c'est pour ça aussi que les discours sont utiles, mais ce n'est pas quelque chose qu'on se souvient à long terme. On y pense, et après on repense à autre chose et ça disparaît. Et oui. Antoine, je vais te laisser la parole, mais juste je reprends. Il me semble quand même que c'est important de mettre des mots précis sur ce qui se passe. Donc on a besoin aussi du langage et de discours. Alors, en grand discours incompréhensible, si évidemment on parle de certains discours politiciens, je vous comprends. Mais je voulais savoir quel était ce que vous cibliez avec cette expression. L'objectif, c'est du coup de surtout sensibiliser les jeunes, donc le public qui est à peu près le même âge que nous, qui est un peu plus jeune et qui va pouvoir agir plus tard. Et même nous qui sommes déjà sensibilisés à la question, écouter des longues conférences, des longs discours de 1, 2, 3 heures, c'est passionnant, c'est super enrichissant. Mais pour des gens qui sont justement pas sensibilisés, ça va pouvoir les ennuyer, ils vont pas comprendre, ils vont pas pouvoir rentrer dans le sujet et ils vont se dire que c'est inutile. Alors que par des petits jeux où ils vont passer 5-10 minutes à comprendre qu'ils peuvent trier, éteindre la lumière, prendre le vélo, acheter bio, local ou que sais-je encore, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose. Ça va peut-être faire tilt et ils vont se sentir utiles. Alors qu'en écoutant un discours, ils vont se dire ok, j'ai appris plein de choses, mais est-ce que je vais pouvoir faire bouger les choses suite à ce discours? Alors que là, ils se disent j'ai vu des choses, je vais essayer de les appliquer, de les transmettre et ça fonctionnera mieux du coup. Bon, je crois qu'on a fait le tour par rapport à cette question et je vais vous laisser là une dernière question. Qu'est-ce que vous lisez alors ou comment vous vous informez sur la question écologique? Alors, vous êtes dans une association qui défend ces objectifs-là. Comment vous vous informez? Peut-être, évidemment, vous allez me dire par les réseaux sociaux, mais plus précisément, est-ce qu'il y a des livres, enfin des auteurs que vous avez qui vous ont marqué? Qui veut commencer à... Alors, il y a Antoine et ton prénom et Anis. Qui veut commencer? Bon, on va faire Anis parce que c'est Antoine.
Alors principalement au quotidien, vraiment tous les jours, par les réseaux sociaux. Par exemple, vu que les réseaux sociaux ça se modifient en fonction de nous, j'essaie un peu de le modifier pour avoir un côté un peu plus écologique et être au courant des dernières informations. Et donc c'est vraiment plus facile pour être au courant. Et sinon, je lis des articles, je télécharge des applications de journaux, j'essaie d'acheter des journaux et du coup j'essaie de regarder les articles le plus facilement. Voilà. Alors moi c'est par la presse très peu, un petit peu aussi par les réseaux sociaux, et surtout avec des gens comme Hugo Clément ou comme Cyril Dion qui sont pas vraiment des lanceurs d'alerte, mais des gens qui vont faire des reportages, des films, des livres, ou qui vont dire des choses qui sont accessibles à tout le monde, mais que tout le monde pourra comprendre. Et c'est des gens vraiment super percutants, super passionnants, notamment moi j'aime beaucoup Hugo Clément. Et que ce soit ses reportages, ses émissions ou ses chroniques, c'est toujours clair et on comprend qu'il y a quelque chose à changer. Et moi je trouve que c'est comme ça que s'informer c'est le plus simple. Oui, Mathéo, pour terminer sur ce point. Et si je peux donner un petit conseil littéraire, il y a la BD Le Monde sans fin, qui est vraiment excellente, de Jean Covici, et un autre auteur, je crois, dont je ne me rappelle plus le nom, qui est vraiment excellente, qui aborde la thématique environnementale dans son ensemble, par différents aspects. Et c'est vraiment une très bonne BD, je conseille. Dora, tu voulais prendre la parole? Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions, madame. On n'a pas d'autres questions? T'as pas de questions? C'est bon. Écoutez, merci beaucoup, bon courage. Est-ce que peut-être un scoop, une prochaine action d'Agir pour demain 24? Là, c'était le banquet, mais est-ce que vous avez un truc en prévision? Alors, en prévision officielle, non. Mais voilà, après ce banquet, l'objectif, ça va être un petit peu de récolter la parole qu'il y a eu aujourd'hui. C'était l'objectif du projet, libérer la parole et échanger. Et avec le tissu associatif et les citoyens qu'on a pu voir aujourd'hui, ça va être de mener des projets sur le territoire, concrets de transition d'un côté social et d'un côté environnemental, mais qui finalement vont se rejoindre dans les prochains mois. Voilà. Ok. Bon courage, bonne suite. Merci à vous.